Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. L'État islamique revendique l'exécution d'un deuxième otage américain, Steven Sotloff, dans une vidéo non encore authentifiée. Un homme est décapité. Il semblerait que son bourreau soit le même que celui de James Foley, exécuté il y a 2 semaines. On en parle avec le spécialiste de géopolitique Bernard Guetta tout à l'heure. Face au tollé provoqué par ses propos sur le contrôle des chômeurs, François Rebsamen tente de calmer le jeu, mais la gauche et les syndicats sont vent debout. Un couac de plus qui a brouillé le déplacement aujourd'hui de François Hollande à Clichy-sous-Bois pour la rentrée scolaire. Une rentrée justement marquée par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. La ministre de l'Éducation affiche sa fermeté face aux maires frondeurs. À Marseille, l'ambiance était électrique autour du maire, Jean-Claude Gaudin, pris à partie par des parents mécontents. Les images à suivre. Et puis la vengeance de Valérie Trierweiler, l'ex-compagne du chef de l'État, publie un livre entouré de mystères. L'ouvrage qui paraîtra ce jeudi a été imprimé en Allemagne. Le titre est explicite, merci pour ce moment. C'est le récit intime de sa relation avec l'homme et le président. Un livre décrit comme dévastateur pour François Hollande. Les détails dans la chronique de Caroline Deschamps tout à l'heure. Et enfin, le grand débat de votre mardi 22h, gauche, droite, quelle différence? Sur la politique économique, de nombreuses mesures du gouvernement Valls II sont partagées par la droite. Alors, quelles conséquences sur le plan politique? Qui en profite? Analyse et débat avec de nombreux invités tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et on va d'abord évoquer cette revendication de l'État islamique qui affirme avoir exécuté un deuxième otage américain, Steven Sotloff. Une vidéo encore non authentifiée que nous avons décidé de ne pas diffuser montre la décapitation d'un homme 2 semaines après celle de James Foley par les terroristes de l'EI. Ces derniers menacent aussi un otage britannique dans cette vidéo. Les États-Unis jugent ce soir écœurante cette vidéo. On en parle justement avec le spécialiste en géopolitique Bernard Guetta. Bonsoir. Bonsoir à vous. La barbarie continue. C'est un nouveau message adressé ce soir par ces terroristes aux États-Unis et bien sûr au monde entier car nous sommes tous concernés. C'est un message aux États-Unis, bien évidemment, mais pas seulement. Avec ces images, l'État islamique, exactement comme Al-Qaïda au moment du 11 septembre, cherche aussi à frapper les imaginations et soulever l'enthousiasme de jeunes musulmans perdus, soit socialement défavorisés, soit au contraire intellectuels et rêvant d'une revanche historique de l'islam contre l'Occident, de frapper leurs imaginations, de les recruter, de prendre la relève d'Al-Qaïda que l'État islamique juge aujourd'hui beaucoup trop mou et déphasé, et de se constituer tout simplement une armée qui soit capable de frapper aussi bien en Irak que dans les pays occidentaux. Alors et maintenant, les États-Unis cherchent à constituer justement une large coalition pour combattre ces terroristes. La solution passe par là. Pour stopper cette barbarie, il faut une grande coalition et une intensification des bombardements à la fois en Irak et en Syrie. Il faut évidemment la constitution d'une coalition la plus large possible. Si possible, il faut ardemment le souhaiter avec un mandat de l'ONU pour intervenir. Il faut stopper la progression qui est phénoménale, malgré quelques revers ces 2 derniers jours, mais une progression phénoménale de l'État islamique, surtout en Irak, mais aussi en Syrie. Mais il ne faut pourtant pas se faire d'illusions. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où les frontières de la Syrie comme de l'Irak ont éclaté le long de lignes communautaires, les lignes qui partagent les sunnites, les chiites, les druzes, les chrétiens, naturellement les Kurdes, dans ces 2 pays en même temps, 2 pays dont les frontières avaient été dessinées artificiellement par les puissances coloniales à la fin de la guerre de 14, nous sommes dans un moment de basculement historique et autant on peut, oui, et on doit certainement freiner la progression de l'État islamique, autant il ne faut pas se faire d'illusions sur la possibilité de restaurer
l'unité étatique de ces deux pays. Nous sommes véritablement à la veille ou au début d'une balkanisation du Proche-Orient qui va durer très très longtemps et qui sera certainement abominable. Merci beaucoup Bernard Guetta pour votre analyse. Retour en France à présent avec l'opération rétro-pédalage de François Rebsamen. Face au tollé provoqué par ses propos sur le contrôle des chômeurs, eh bien, le ministre du Travail tente ce soir de calmer le jeu. Mais ces déclarations ont indigné la gauche et les syndicats, un couac qui a aussi brouillé la sortie aujourd'hui du président pour la rentrée scolaire. Les détails avec Samia Dechir. Face à la pluie de critiques, François Rebsamen tente d'apaiser la polémique. Ce matin, le ministre du Travail a demandé à Pôle emploi de renforcer les contrôles pour s'assurer que les chômeurs cherchent activement du travail, quitte à les sanctionner. Il assure que 350 000 offres d'emploi ne trouvent pas preneur. Quelques heures plus tard, François Rebsamen tente de nuancer. Il ne voulait pas stigmatiser les chômeurs, dit-il. Trop tard. On laisse croire en disant ce genre de choses que si les chômeurs chôment, c'est parce que c'est des feignants qui ne cherchent pas de boulot. On pourrait évidemment gloser sur 350 000 offres, alors qu'il y a plus de 5 600 000 chômeurs inscrits catégorie ABC, qu'on pourrait discuter de ces offres. Je dis toujours qu'une petite grand-mère qui propose 2 heures de ménage par mois, c'est une offre d'emploi. Ça n'a jamais fait vivre personne. Tollé à gauche, malgré le rétro-pédalage du ministre, la pilule est dure à avaler. Le vrai problème, c'est qu'en temps normal, on pourrait dire que c'est une erreur de communication, mais enfin l'accumulation commence à être forte. Chaque fois que le MEDEF demande à tous, le gouvernement est là aux petits soins. C'est un homme de gauche qui était maire de Dijon, président du groupe socialiste au Sénat, et donc je suis consterné et navré par son intervention. Même réaction indignée côté syndical, on dénonce une droitisation du discours gouvernemental. La question n'est pas nouvelle, elle avait été mise sur la table par Nicolas Sarkozy du temps où il était président de la République. Et je me souviens qu'à l'époque, le Parti socialiste n'avait pas de mots assez durs pour condamner les propos du président de la République de l'époque. Donc je m'aperçois qu'il reprend à son compte ces propos. Plusieurs figures de droite ont en effet salué les propos de François Rebsamen, qui tente maintenant de rassurer en promettant qu'aucun nouveau dispositif n'est prévu. La rentrée marquée par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, affiche sa fermeté face aux maires frondeurs. À Marseille, l'ambiance était électrique aujourd'hui autour du maire Jean-Claude Gaudin, pris à partie par des parents en colère, mécontents. Et plus généralement, cette réforme est difficile à appliquer pour les élus. Exemple à Franconville, commune de 34 000 habitants dans le Val d'Oise, où le sénateur maire UMP a choisi, vous allez le voir, un dispositif à minima. Pauline Dame. Nouveau cartable, nouveau cahier et nouveaux emplois du temps. Mais une application de la réforme à minima pour le maire de Franconville. Si les 24 heures de cours ont bien été étalées sur 4 jours et demi, les TAP, temps d'activité périscolaire, ont en revanche été supprimées du calendrier. Un choix qu'autorise la loi. Selon Francis Delattre, les activités culturelles et sportives étaient déjà proposées aux élèves et ne justifiaient donc pas la création de TAP. Nous avons surtout mieux valorisé ce qui se faisait un peu dans l'anonymat. L'orchestre à l'école ici, c'est donner un instrument de musique à des jeunes d'une classe en CM1 ou en CM2 et vous voyez que d'un seul coup ils deviennent tous artistes. Donc cette expérience, nous l'avions, donc on a mutualisé. Un dispositif qui permet de résoudre le problème de recrutement d'encadrants et fait passer le coût de la réforme de 700 à 400 000 euros. Mais cette réforme allégée continue de diviser. On est content que les enfants aillent à l'école mercredi. Ça leur permet de s'occuper, sinon ils n'ont pas grand chose à faire. Et nous, ça nous permet aussi de faire autre chose avec ma femme. Pour les enfants, à mon sens, c'est là qu'est la plus grosse contrainte. Ils perdent une journée de repos et les journées sont assez longues. Même son de cloche du côté des enseignants. Ça va être compliqué. Je pense que la coupure du mercredi, pour moi en tout cas, restait quelque chose d'important. Je pense qu'effectivement le samedi matin aurait été plus approprié. Vous allez leur ranger des CE2 dans une pochette en plastique. Demain, une vingtaine de maires pourraient faire obstacle à l'ouverture de leurs écoles, au risque de sanctions. Une fermeté défendue par la nouvelle ministre de l'Éducation, qui a rappelé qu'aucune exception à la règle ne serait tolérée. La suite du 22h et on évoque à présent un livre qui aurait pu s'appeler La Vengeance, mais Valérie Trierweiler a préféré Merci pour ce moment. L'ex-compagne du chef de l'État publie un ouvrage entouré de mystères, récits intimes de sa relation avec l'homme et le président. Un livre décrit comme dévastateur pour François Hollande. Les détails tout de suite dans la chronique de Caroline Deschamps.
Bonsoir Caroline Deschamps. Bonsoir Sonia. On va donc parler d'un livre qui fait beaucoup parler justement sur les réseaux sociaux. Et oui, il y a la rentrée scolaire, on l'a vu, mais il y a la rentrée littéraire. Et l'ex-première dame met aujourd'hui le web en surchauffe. C'est d'ailleurs sur Twitter qu'on a appris la nouvelle. Notre consoeur de LCP, Brigitte Boucher, tweet ce matin, je cite, « Merci pour ce moment, le livre de Valérie Trierweiler sort en librairie ce jeudi et François Hollande n'est pas épargné », écrit-elle. L'information est confirmée assez rapidement par Frédéric Guerchel du Parisien, qui est un proche de l'ex-première dame. Il tweet « Oui, Valérie Trierweiler sort bien un livre cette semaine ». Alors, dans un premier temps, la maison d'édition Les Arènes, qui publie le livre, qui a été publié en Allemagne, vous le disiez tout à l'heure, dément en être l'éditeur. Il faut dire que tout se passe au départ dans le plus grand secret. Oui. Les libraires savent juste qu'il y a un essai qui doit sortir le 4 septembre. Le nom de l'auteur n'est pas révélé. Et puis quand le mystère se meut en secret de polichinelle, eh bien là, l'éditeur est obligé de confirmer. Alors selon le Huffington Post, l'ouvrage serait tiré à plus de 200 000 exemplaires. Un gros tirage. Hein. Ça équivaut au dernier Marc Lévy, nous dit le Huffington Post. À titre de comparaison, le livre de Cécilia Attias qu'elle avait publié en 2013 avait bénéficié, lui, seulement 70 000 exemplaires, ce qui était déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Alors, avec un tel tirage, Caroline Deschamps, on peut supposer qu'il y a, des révélations. Alors, j'ai pas eu encore la chance de le lire, mais Paris Match, l'employeur de Valérie Trierweiler, sort les bonnes feuilles de l'ouvrage et fait monter l'info en publiant sur le net, la une, Ma vie avec François. Sur son site internet, l'hebdomadaire présente l'ouvrage qui fait 320 pages, je cite, comme un cri d'amour et une lente descente aux enfers. À la fois ex-première dame et journaliste, Valérie Trierweiler donne sa version de l'histoire. Tout ce que j'écris est vrai. À l'Élysée, je me sentais parfois comme en reportage et j'ai trop souffert du mensonge pour en commettre à mon tour, écrit-elle en sous-titre du livre. Alors Paris Match ajoute, je cite, « C'est la première fois qu'une première dame raconte vraiment 9 ans d'une relation minée par la jalousie et le pouvoir. La journaliste politique croyait tout connaître des arcanes de ce milieu impitoyable. Une amoureuse passionnée, possessive, folle de cet homme qu'elle admire, une histoire d'amour et de désespoir. » Alors on l'aura compris, c'est Paris Match qui assure pour le moment la promotion du livre qui sort demain à Paris et jeudi dans le reste de la France. Mais d'après nos informations, Valérie Trierweiler sera, elle, à l'étranger pendant tout ce tourbillon médiatique. Alors du côté de l'Élysée, l'entourage de François Hollande fait savoir qu'il n'était pas au courant de la sortie du livre et donc qu'il n'a pas pu le lire. Une chose est sûre, c'est une vraie douche froide pour le chef de l'État en berne dans les sondages. Une sorte d'ice bucket challenge, vous savez, ce défi de seau d'eau glacé. À moins que, comme le suggère notre dessinateur préféré, Sonia, je veux parler d'Hervé Baudry, si on peut voir son dessin, François Hollande ne mette son casque pour demander incognito une dédicace à son ex-vengeresse. Merci beaucoup Caroline, merci à vous. Et on aura l'occasion justement de parler demain de ce livre et des bonnes feuilles à découvrir, vous l'avez dit, dans Paris Match, avec Elisabeth Chavelet qui est rédactrice en chef justement à Paris Match et qui fera partie de notre club d'éditorialistes demain. La suite du 22h et cette question à présent, gauche-droite, quelle différence? Renforcer le contrôle des chômeurs, assouplir les conditions de travail le dimanche, supprimer les seuils, etc. etc. Les mesures mises en avant par le gouvernement Valls 2 sont partagées par la droite et le centre. Alors, quelle différence entre la gauche du gouvernement et l'opposition? Et qui en profite surtout? C'est le débat du 22h et c'est juste après le tour de l'info préparé ce soir par Nathalie Guillois. Regardez. Fin du suspense après des semaines de bataille. Pierre Moscovici devrait être commissaire européen. Angela Merkel a fini par céder à la demande de la France. La chancelière a admis que refuser la candidature de Pierre Moscovici aurait été un affront trop grave qui déstabiliserait la relation déjà fragile entre la France et l'Allemagne. À peine arrivé à son poste de ministre de l'économie, Emmanuel Macron s'était fait remarquer sur le dossier sensible des 35 heures. Juste avant sa nomination, il s'était déclaré favorable à des dérogations. Pour sa première visite officielle aujourd'hui, il estime n'avoir jamais remis en cause les 35 heures, mais ajoute pourtant « Des négociations sont déjà possibles dans les entreprises qui souhaitent des assouplissements ».
son projet va se réaliser. La sénatrice et maire de Calais, Natacha Bouchard, annonce aujourd'hui l'ouverture d'un centre de jour pour migrants à Calais. Elle sortait aujourd'hui d'un rendez-vous avec Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur avait approuvé sa démarche. On ne peut pas parler d'un nouveau Sangatte puisque j'y ai toujours été opposé, le ministre aussi. L'objectif est d'éliminer tous les squats à Calais, de réguler les flux pour qu'ils arrivent moins nombreux à proximité de Calais. Le chiffre est impressionnant. En Ukraine, on compte plus d'1 demi-million de déplacés ou de réfugiés en raison du conflit. Le nombre de gens déplacés en Ukraine a plus que doublé durant le mois écoulé. Au 1er septembre, le Haut Commissariat aux réfugiés estime que 260 000 personnes ont été déplacées contre 117 000 début août. Et selon le HCR, le nombre de déplacés en Ukraine serait nettement supérieur, car beaucoup ne s'enregistrent pas auprès des autorités. Et le dessin du jour est signé Plantu qui fait un parallèle ironique entre le conflit russe et le conflit en Cisjordanie, une manière de souligner la multiplication des conflits dans le monde. Le ministre du Travail, François Rebsamen, s'est fait recadrer par l'Élysée après avoir appelé à renforcer les contrôles sur les chômeurs. Cependant, plusieurs tabous ont été brisés. En l'espace de quelques semaines seulement, les mesures mises en avant par le gouvernement Valls 2 ressemblent fortement à ce que prône la droite et le centre, d'où cette question ce soir. Quelle différence entre gauche de gouvernement et droite? La gauche passe l'arme à droite, c'est la question qu'on va poser à nos invités ce soir. Philippe Dallier, bonsoir et bienvenue, bonsoir. Sénateur UMP de la Seine-Saint-Denis. Avec nous également, bienvenue à vous Marie-Pierre de la Gontrie. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire nationale du PS, première vice-présidente de la région Île-de-France. Nous accompagne également l'essayiste et journaliste Alain Gérard Sama. Bienvenue. Bonsoir. Et le politologue Olivier Roucan. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, la question aux responsables politiques, Philippe Dallier et Marie-Pierre de la Gontrie. On a vu qu'il y avait une opération rétropédalage pour François Rebsamen, mais un tabou, un autre a encore sauté aujourd'hui. Marie-Pierre de la Gontrie, qu'avez-vous pensé de ces propos sur le contrôle des chômeurs ? Je pense que c'était une expression pour le moins inopportune et d'ailleurs très vite, l'ensemble de la gauche a réagi. Le ministre lui-même a plaidé l'incompréhension de ceux qui avaient compris il pourrait y avoir une stigmatisation des chômeurs. Et puis ensuite, Matignon, l'Élysée, donc l'épisode est clos. Mais en tout cas, la phrase était totalement inopportune pour deux raisons. D'abord, c'est la rentrée scolaire, il y a des millions d'enfants qui rentrent en classe, il y a des professeurs qui reprennent leur travail. Non mais c'est le jour, on a tous vécu ça, comme enfants ou comme parents, donc c'était vraiment pas le jour d'ouvrir ce sujet-là. Et puis par ailleurs, on pourra peut-être parler tout à l'heure de la question de ces abus évoqués, mais incontestablement, lui-même le reconnaissait ce matin, semble-t-il au micro, ça concernerait de toute façon une infinitésimale partie des personnes qui cherchent du travail. Donc incontestablement inopportun, non pertinent, malvenu, bref. Le débat est clos pour autant, ce n'est pas sûr, fermons la parenthèse, on va le voir. En tout cas, à gauche, le débat est clos selon vous. Mais Philippe Dallier, en tous les cas, ce sont des propos j'allais dire que vous connaissez bien à droite pour les avoir portés également. Moi, je suis toujours surpris qu'on ne puisse pas aborder tous les sujets. Alors c'est vrai que le ministre a choisi le jour de la rentrée, François Hollande était en déplacement dans mon département à Clichy-sous-Bois, et quelque part il a un peu pourri la rentrée de François Hollande, et c'est peut-être pour ça qu'il s'est fait tancer de cette manière-là. Le ministre, s'il est en charge de ce dossier, il peut aborder le sujet. Je ne pense pas que dans son esprit, il ait voulu effectivement stigmatiser les chômeurs. Donc ayons le courage d'aborder tous les sujets, parce que nous savons les uns et les autres que des abus, il y en a. La question est de savoir effectivement les repérer et lutter contre. Point à la ligne, c'est tout. Il ne s'agit pas de stigmatiser les uns ou les autres ou de dire que tous les chômeurs sont par définition des gens qui cherchent à voler la société. C'est pas le cas. Donc parlons de tous les sujets, tranquillement, calmement. Le temps n'était peut-être pas bien choisi par le ministre en question, mais en tous les cas, moi, ça ne me choque pas. Oui, parlons de tous les sujets. C'est pas forcément vrai pour la gauche, hein, vous l'avez dit. Il y a eu des réactions indignées, à la fois au sein de la gauche et des syndicats. Là, Gérard Sama, même le plus, j'allais dire, réformateur d'entre eux, Laurent Berger, qui s'est indigné de ces propos. C'est un débat qui a provoqué beaucoup de remous. Oui, tout simplement parce que c'est toujours pareil. C'est une question de rhétorique. Il a été maladroit. Nous avons maintenant un Premier ministre à poigne. On verra s'il l'est vraiment. Mais je mettrai en parallèle d'ailleurs cette déclaration de M. Rebsamen avec la déclaration de Mme Vallaud-Belkacem concernant les maires
qui n'obéirait pas à la loi concernant, vous savez, le problème, effectivement, des 4 jours et demi et du changement, donc, important qui va être introduit ainsi. Dire, si les maires refusent, c'est les préfets qui décideront. C'est inutile. C'est inutile. Il faut rappeler que la loi est la loi et qu'elle doit être observée, mais on ne frappe pas, si vous voulez, les gens de front dans un pays traumatisé. Et j'ajoute d'ailleurs... C'est-à-dire que vous dites à la gauche qu'elle est, pardonnez-moi, trop autoritaire. J'ai bien entendu ce que vous êtes en train de dire. Le Premier ministre. Donc la question se pose vraiment ce soir. On ne tient un discours autoritaire que quand on ne l'est pas. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Parce que de facto, je connais 1000 cas, j'en suis désolé, pas du tout, c'est pas au compte-gouttes, de gens à qui on propose des emplois et qui les refusent parce que ça leur... Alors je pose la question différemment. Olivier Roucan et Marie-Pierre de Gontrie, est-ce que ce débat ouvert aujourd'hui par François Rebsamen, c'est une nouvelle provocation, entre guillemets, droitière de ce gouvernement, ou est-ce que ce sont des propos de bon sens, comme le dit Philippe Dallier, c'est un débat qu'on doit poser aujourd'hui? Je pense qu'il y a une maladresse de communication qui existe. Bon. Ceci dit, il y a la notion d'ordre républicain et l'autorité, l'ordre républicain. Je pense que ce gouvernement a conscience que dans l'opinion, certes la France, alors traumatisée, je ne sais pas, mais il y a un besoin d'un discours clair, ferme, et il est porté par le Premier ministre. La ministre de l'Éducation est assez claire sur ce qu'elle veut aussi, et une partie de l'opinion est assez sensible à la clarification du discours. Alors, pour le ministre de l'Emploi, enfin du Travail, il y a là manifestement une maladresse et une mauvaise temporalité. Mais vous avez entendu le Premier ministre dimanche, lui-même a balancé les choses. Il envoyait des messages assez clairs, il violait les tabous, mais en même temps il disait par exemple, les 35 heures, je n'y toucherai pas. Il fallait donner quelques gages également. Marie-Pierre de la Gontrie, il fallait donner quelques gages également, que vous avez évidemment bien accueillis. Le débat sur les 35 heures a été refermé et tout de suite après, hop, une autre plaie est ouverte. Non mais je crois que je l'ai dit clairement tout à l'heure. Je pense, et j'entends M. Dallier défendre la maladresse éventuelle de François Rebsamen, tout en disant qu'au fond, elle n'était pas forcément inopportune. Moi, je mets ça je connais bien François Rebsamen, je mets ça sur le terrain de la maladresse d'une émission de radio matinale. Si le sujet devait être réouvert demain, je pense qu'il y aurait de forts débats au sein de la majorité, de la même manière qu'il y en a eu lorsqu'on a parlé des seuils sociaux, etc. Donc, mais je ne ferai pas, c'est curieux, je ne ferai pas le même parallèle avec Najal Belkacem. Je pense que quand on a 36 000 maires qui doivent mettre en œuvre cette réforme, certains l'ont déjà fait, mais bon, on a des parents d'élèves qui eux-mêmes ont besoin de savoir. Donc pour le coup, je pense qu'un message très net de la part de la ministre était nécessaire pour que les parents qui s'apprêtaient à emmener leurs enfants à l'école, on a quand même entendu M. Dupont-Aignan dire qu'il cadenasserait, je ne sais pas s'il l'a fait finalement, les écoles de sa ville. Bon. Donc là, je pense que ce discours clair, simple, de dire la loi est la loi, et si elle n'est pas appliquée par le maire, le préfet le fera, moi je pense que c'était tout à fait justifié. Moi je pense que les Français ont besoin de clarté, de vérité, de transparence. Et vous parlez de la réforme des rythmes scolaires et du discours de la ministre. Mais excusez-moi, on est en pleine hypocrisie. Parce que cette réforme qui voulait apporter aux enfants des activités périscolaires, aujourd'hui, la seule chose que l'État exige, c'est que la semaine se déroule sur 4 jours et demi. On ne parle plus, l'État dit, les activités périscolaires, les maires décident d'en faire ou de ne pas en faire, on s'en moque. Donc on est dans la plus grande hypocrisie. On a vendu une réforme aux parents, on ne peut pas l'appliquer. Vous demandez clarté, transparence et vérité. Et tout d'un coup, Marie-Pierre on fustige les maires qui ne peuvent pas parce que budgétairement, c'est extrêmement difficile. Et puis après, on va revenir à notre débat très sur bien que les maires gauche et droite, quelle bénéficient différence. d'une aide financière. Écoutez, ça c'est un gag. C'est vrai, un gag. C'est même pas un quart de la somme que ça représente pour une année et peut-être une seconde. Reconnaissez qu'elle est quand même si elle est difficile à mettre en place, elle est en train de s'appliquer, cette réforme sur le terrain. Vous avez vu des parents mécontents qui ont chahuté un peu la rentrée de votre collègue. Rendez-vous dans un mois. Vous verrez, rendez-vous dans comment un mois ça se passe sur le terrain, on en vous verrez. parlera. Alors je reviens à ma question. Gauche-droite, quelle différence? On a du mal à mettre des étiquettes sur chaque parti en ce moment. Vous allez nous en parler. Est-ce qu'il y a un chassé-croisé de mesures entre droite et gauche? Et il y a une question sur l'identité idéologique de chaque parti. On en débat juste après l'enquête. Regardez de Mounir Soussi. J'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise. Un Premier ministre socialiste ovationné par le MEDEF. Ces applaudissements font mal à la droite qui voit Manuel Valls chasser sur ses terres en cajolant les patrons, mais surtout aux militants socialistes déboussolés par cette déclaration d'amour.
Le week-end dernier à La Rochelle, le moral des sympathisants balancé entre révolte et résignation. Je pense qu'il incarne une forme de hold-up, c'est-à-dire que c'était pas le contrat qu'on avait signé au point de départ. On ne s'est pas battu pour avoir cette ligne politique-là. Je suis de gauche depuis fort longtemps et avec des tendances, avec une pensée vraiment à gauche. Et évidemment, ce rapprochement vers la droite pourrait un petit peu parfois me gêner, quoi. Ce trouble dans les rangs socialistes traduit un malaise plus profond et soulève une question. Où est la ligne de démarcation entre droite et gauche aujourd'hui? L'image des partis politiques est au plus bas. PS, UMP et même FN subissent le même rejet. Les raisons de ce désamour sont nombreuses. Déconnexion des élus avec leur base et manque de résultats face aux grands défis éloignent les citoyens de leurs représentants. On n'est pas sur une logique tous pourris des partis politiques ou du personnel politique, malgré les affaires qu'on a vues récemment. C'est plutôt, moins que l'on tienne tous pourris, une logique de tous impuissants à résoudre la crise, à proposer des solutions adaptées au contexte que connaît le pays. Exigences budgétaires européennes, crise à l'échelle mondiale, les pressions extérieures pèsent sur les décideurs, contraints de se convertir au pragmatisme, et cela brouille les frontières idéologiques. On n'est plus aujourd'hui à l'époque des grandes utopies, mais pire que ça, on a des hommes politiques qui finalement ne proposent rien pour l'avenir. C'est-à-dire finalement l'idée que les hommes politiques ne peuvent rien, ne pèsent pas sur la marche du monde. Les responsables politiques affichent la même mission, relancer la France. Mais comment faire redémarrer le pays avec des partis en panne d'idées ? Alors, messieurs, madame, vous avez écouté ces propos, chassés-croisés idéologiques. Il n'y a plus de frontières entre les différents partis. Marie-Bière de la Gontrie, je vous vois un petit peu... Non, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit, mais en même temps, regardez, si on énumère les sujets. Assouplissement des conditions du travail le dimanche, politique économique... Je ne suis pas d'accord avec votre terme de chassés-croisés, mais bon. Politique économique du gouvernement, il y a quand même de très fortes similitudes entre ce que propose la gauche du gouvernement et la droite. Non, mais vous prenez deux exemples qui sont des sujets... Non, mais oui, mais c'est un débat sérieux et donc il faut regarder une globalité de positionnement politique. Incontestablement, moi je l'ai vécu, les images que vous montrez, c'est des lieux où j'étais. On a été, un certain nombre, des militants, un peu troublés par le discours qui était repris du Premier ministre devant le MEDEF. Puis ensuite d'un interview dont on n'a plus très bien compris s'il était valable ou pas valable de son nouveau ministre des Finances. Bref. C'est une période troublée pour vous. Donc c'était un peu compliqué de comprendre. Simplement, on a un Premier ministre qui essaye de trouver une voie de passage assez étroite pour faire en sorte que le chômage, on en a parlé précédemment, puisse être combattu de manière plus efficace que précédemment. Et il n'a pas échappé à personne autour de cette table que pour l'instant, personne n'y arrivait. Bien. Mais pour autant, est-ce qu'on peut dire que parce que ponctuellement, on veut récupérer quelques idées qui feraient peut-être que les entreprises pourraient embaucher davantage, tout à coup, l'ensemble de la gauche serait devenu de droite? Ça me semblerait quand même un petit peu... Oui, mais c'est intéressant réducteur. ce que vous dites. Alain Gérard-Savard, Marie-Pierre de la Gontrie dit que c'est un chemin de crête. Ça montre bien que c'est très étroit, justement. Sur la question économique, parce que bien évidemment, il n'y a pas que cela. C'est celle qui concerne en premier lieu, évidemment. Non, mais... La différence sur les questions de société, on va en parler, mais sur les questions économiques, c'est un chemin de crête. Oui, absolument. Moi, je suis très frappé par une chose, c'est que, en fait, Valls est sorti du socialisme. Il est en train de parler comme un républicain de gauche. Et il se maintient fortement à gauche. Il a gardé quelques gages socialistes. Par exemple, il a défendu la loi sur le logement. Par exemple, il défend le tiers payant en matière de sécurité sociale. Vous avez remarqué ces choses-là. Mais en contrepartie, il a cette espèce de cri du cœur, j'aime l'entreprise. Pour les socialistes, c'est comme pour des catholiques, le curé qui dirait j'aime le diable, d'une certaine façon. Et pas exagéré à ce point-là. Mais bon, enfin, en tout cas, ça, le fait que le il y a MEDEF l'applaudisse malheureusement... debout que ses propos qui ont heurté, je pense. Pardon ? C'est plus le fait que le MEDEF l'applaudisse debout que ses propos qui ont heurté, je pense. Vous savez ce qu'on dit. Il devient le président des patrons, n'est-ce pas ? Olivier Roucan-Gelet, C'est une vieille affaire, Premier ministre. C'est une vieille affaire. Le brouillage du clivage droite-gauche, on a depuis assez longtemps des enquêtes qui indiquent qu'on est autour de 60%, voire plus, des enquêtés qui expliquent que pour eux, ça ne veut plus rien dire. Ils estiment le clivage dépassé. Et donc, lorsque vous avez une alternance, quelques mois plus tard, et cette fois-ci, à chaque fois, le délai est plus resserré, vous avez des enquêtes qui nous disent que la droite et la gauche ne feront pas mieux au pouvoir. Donc, c'est le sens donné
à ce qu'est la droite et à ce qu'est la gauche qui se diluent. Mais il y a une Je voudrais juste rajouter une chose. Dans les assemblées, au Sénat, à l'Assemblée nationale, les acteurs savent très bien ce qu'est la droite et la gauche, à l'UMP et au PS. Mais les Français, il y a des batailles, mais ça ne passe pas. Oui, mais ça si ne on vous passe demandait plus. justement, Le message ne passe pas. une question, attendez, Philippe Dallier, une question, puisque c'est la rentrée, devoir de rentrée, une feuille blanche, définissez ce que c'est la droite. Que diriez-vous? Une certaine idée de la France, pour moi, qui suis ici de la famille gaulliste, une certaine idée de la nation, et en matière économique, effectivement, une ligne dont semble se rapprocher le gouvernement actuel, et c'est bien le problème qui est posé au Parti socialiste. Et à la droite, Parce que bientôt également. Mais ça non, vous rétrécit non, l'espace pas- politique. Mais pas du tout. Pourquoi est-ce que le problème serait chez nous? Le problème est bien chez eux. François Hollande s'est fait élire sur un discours du Bourget où la finance était montrée du doigt, et on est maintenant avec un ministre de l'économie qui vient de la haute finance. Je comprends que les militants du Parti socialiste soient déboussolés. Je le comprends. Qui vient de la haute finance, Mais il le n'a pas un problème- passé de braqueur, c'est pas très mais, grave. non, mais qu'il soit excusez-moi, banquier. ça n'est pas une tare. Et, Ah bon. et Emmanuel Rassurez-nous. Macron est certainement quelqu'un de très compétent. Ceci étant dit, la seule question, c'est quelle ligne politique en matière d'économie va-t-il développer? Et le Premier ministre. Et si les socialistes sont si déboussolés, mais c'est parce que le discours de François Hollande a été tout autre. Pendant 2 ans, la politique qui a été menée, aujourd'hui, on lui tourne le dos. Tant mieux. Mais donc on a perdu 2 ans, Et si bientôt c'était 2 du ans et demi. pragmatisme? Mais en tous les cas, moi je pense qu'il était urgent que le gouvernement se rende compte qu'on allait dans le mur. Mais et du coup, les militants socialistes sont perdus. Et les électeurs de François Hollande également. Au-delà de maximiser les gains, un temps de campagne est gagné, qu'a signifié la phrase « travailler plus pour gagner plus », les références à Jaurès de la campagne de Sarkozy de 2007. C'est la triangulation et la communication de campagne crée ensuite ces hiatus lorsque le personnel est en situation Si on de travaillait plus personnalité. pour gagner plus, excusez-moi, il y avait une vraie réalité derrière. Maintenant, on sait bien qu'en campagne, les références historiques, Jaurès, De Gaulle, etc., maintenant tout le monde les utilise, et je comprends que là aussi, certains aient du mal à s'y retrouver. Mais en tous les cas, en matière économique, excusez-moi, le Parti socialiste est en train de faire un virage à 180 degrés, et la gauche est perdue, et elle est sur le bord d'imploser. C'est un virage Voilà le que problème. vous approuvez, c'est ça ce qui est incroyable. En tous les cas, j'approuve l'orientation, maintenant j'attends de voir le résultat des mesures. Les éléments de droite chez Valls, c'est par exemple le retour au réel. Ça, le réel, le réalisme, c'est la droite, c'est pas la gauche. Bon, c'est clair, il y a des évolutions certaines dans son projet politique, mais il cherche quand même à équilibrer parce qu'il sait que si pour l'efficacité, à l'efficacité, il sacrifie l'égalité, il est fichu. Et à ce moment-là, en effet, la gauche explose et c'est assez vraisemblable. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la droite, elle, a une meilleure position, paradoxalement, s'il n'y avait pas les conflits internes. Eh oui, vous mettez bien de côté sûr. un gros morceau, si je oui, puis mais dire. ils sont gros parce que ce sont des querelles de chefs. C'est pas des querelles de faux. Et la tradition de la droite, c'est un projet, pas de programme. Regardez, la gauche, qu'est-ce qu'elle reproche au Premier ministre? Vous trahissez les points du programme de François Hollande. Et donc, il y a un certain nombre de thèmes, d'items, 10, 15, 20, 30, 40, pourquoi pas. À droite, il n'y a pas de programme en réalité. Un minimum de thèmes, parce qu'on se garde les mains libres. Deuxième élément extrêmement important, la droite a une tradition. La droite a une tradition. Il fallait parler au parti gaulliste d'un programme. Mais le deuxième élément important. Mais ce n'est pas exact. La droite se présente toujours à des élections avec un programme. Oui, mais le programme. Et c'est ce que nous ferons parce qu'il faut un contrat avec les électeurs. Et c'est le problème de François Hollande aujourd'hui. Minimum. Observez le programme de Fillon. Avait fait et une l'autre chose qui est importante, parce que vraiment, terminez votre propos, terminez mon propos. L'autre chose, c'est que la droite a beaucoup plus de capacité d'ouverture vers le centre et même parfois vers le centre-gauche que la gauche, dans laquelle on voit qu'il y a cette tradition pas d'ennemis à gauche et où le poids de l'extrême gauche pèse malgré tout très lourd dans, disons, l'inconscient du Premier ministre. Je reviens sur le et terrain du président. économique et je vous pose la question à tous. Est-ce qu'une politique de l'offre tournée vers l'entreprise, c'est forcément le monopole de la droite? C'est le monopole du bon sens. Et il est temps dans ce alors pays, applaudissez. effectivement. Mais écoutez, moi, les déclarations de Manuel Valls, encore une fois, je trouve qu'elles vont dans le bon sens. J'attends de voir effectivement comment cela va se traduire. Maintenant, que Mélenchon, ses amis, avec l'aile gauche du PS en soient très perturbés, je le comprends, mais c'est le problème du Parti socialiste. Les Français, aujourd'hui, ils veulent de l'efficacité. Les résultats ne sont pas au rendez-vous, et le président de la République a perdu 2 ans. Voilà le constat. Maintenant, les Français attendent, et nous aussi, nous attendons. Marie-Pierre de la Gontrie, les prochains jours, les prochaines semaines, vous avez parlé quand même. répondu sur Oui, la politique allez-y. de l'offre, excusez-moi.
Non, parce que vous dites, est-ce que c'est nécessairement de droite? C'est une question très pertinente, si je peux me permettre, parce que à gauche, on a été éduqué pendant des années à la politique de la demande. C'était évidemment ce qui allait faire que l'économie allait repartir, etc., etc. Donc que la surprise de la position du président de la République, qui est plus ancienne que le 14 janvier... c'est le 31 décembre dans ses vœux. Voilà. Mais à l'époque, en réalité, il n'y avait pas de changement. En réalité, a surpris, parce que ce n'était pas notre formation. Mais ce qui est reproché aujourd'hui par certains, c'est qu'elle ne soit pas suffisamment équilibrée. C'est-à-dire que on considère que ce qui est proposé aux entreprises, dont finalement, à gauche, on ne conteste pas totalement la pertinence, on souhaiterait qu'il y ait... On souhaiterait qu'il y ait... Non, mais moi, j'essaie de vous expliquer... Elle est sincère, voilà. elle vous donne sa position. On souhaiterait qu'il y ait un certain nombre de marqueurs qui soient identifiés, et je suis sûr que si nous n'étions pas sur un plateau, vous ne seriez pas totalement en désaccord. C'est-à-dire d'identifier si effectivement les entreprises investissent, si effectivement elles se battent pour l'emploi, et qu'elles ne se consacrent pas aux dividendes. Bien. Si enfin on est d'accord pour dire que seules les entreprises créent de la richesse, et que c'est cette richesse qui permet de financer le modèle social... les travailleurs également. Ce que je veux dire, c'est que bien évidemment, les entreprises, ce sont les salariés également, bien évidemment. Mais ce sont les entreprises qui créent la richesse. C'est que les socialistes ne sont pas hostiles à la politique de l'offre. Ils souhaitent Allez, Olivier Rouland, et puis on va parler du Front National aussi. En faveur des salariés. Non, juste pour signaler que le terme entreprise est bien évalué par l'électorat de gauche. Et que c'est un des termes, pas consensuels, mais enfin, bien noté à la fois par l'électorat de gauche et de droite, et que c'est pas d'aujourd'hui cette affaire. Ça rappelle quand même la période également 84, lorsque François Mitterrand met en place le discours sur l'entreprise, la période voilà. Et donc, ce n'est pas non plus tout à fait nouveau. Le socialisme du réel, la revendication d'être soucié du pragmatisme et de la... Dominique Strauss-Kahn, Pierre Bérégovoy, avec des discours tournés vers l'entreprise. En fait, tout va bien. Non, mais monsieur Dallier, vous pensez que la gauche va imploser? Je ne veux pas vous décevoir. Je pense que oui. Je crains que ce ne soit pas le cas parce que, historiquement, dans la période contemporaine, le débat, pour pas dire le combat entre les deux gauches a toujours existé. Pas à ce point-là, pas à ce degré-là. Il était beaucoup plus dur. Entre Rocard et Mitterrand, excusez-moi. Avant de mettre une couronne sur le Parti socialiste, on va parler d'un autre parti. Entre le plan et le marché, il y a le socialisme, c'était vraiment cette époque-là. Allez-y, levez-le et puis je vais C'est entre socialisme et gauche. Actuellement, il y a une sortie évidente du socialisme à travers la politique de l'offre. C'est clair. Et effectivement, il demeure en effet une politique de gauche qui n'a aucune incompatibilité avec la notion de cette politique-là. Et je précise d'ailleurs que Valls invoque plutôt Clémenceau que Jaurès. Et la question, c'est qui en profite également? Le Front National, peut-être, par interrogation, qui ne cesse de dénoncer l'UMPS, comme dit Marine Le Pen, et le Front National qui affine sa stratégie et clame ses ambitions. On voit tout cela avec Mathilde Tullier, on en parle juste après. Notre responsabilité est d'être prêts au moment où les Français nous appelleront. Rentrée politique offensive pour Marine Le Pen. Forte de ses succès électoraux aux municipales et aux européennes, la présidente du Front National affiche désormais clairement ses ambitions, gouverner. Sur les plateaux de télévision, comme lors de son meeting de rentrée à Brachet, elle tire à boulet rouge sur l'exécutif. Le roi François Hollande est nu. Mais le prince aussi, Manuel Valls, est nu. Contraint de mettre en place un nouveau gouvernement alors que le précédent n'a même pas passé l'été. Mais en cette rentrée politique, Marine Le Pen vient marteler un nouveau discours. Eh bien, nous le disons clairement, et je le dis solennellement en français, nous sommes prêts à gouverner. Pour de nombreux observateurs, comme le politologue Thomas Guénolé, le parti n'est cependant pas assez structuré pour prétendre gouverner. Il y a un manque criant de candidats qui puissent être au niveau d'une candidature acceptable dans un débat public, simplement. Il y a un manque de cadres à niveau pour mener une campagne. C'est une vraie difficulté. Prochaine échéance, les élections sénatoriales. Le scrutin n'est pas favorable à la formation d'extrême droite, mais Marine Le Pen espère voir son parti entrer à la Haute Assemblée. Ce serait une première au goût de triomphe pour le Front National. Voilà, retour dans le débat droite-gauche, quelle différence? Et le Front National. Alors, pendant que justement Philippe Dallier, François Fillon et Alain Juppé affirment haut et fort qu'en cas, c'est de la politique fiction, pour le moment de dissolution, il n'y aura pas cohabitation. Quelle image donnent ces gaullistes alors que Marine Le Pen dit, elle, je suis prête à gouverner? Elle le dit, bravache, je suis prête à gouverner.
On est sorti du septennat, nous sommes maintenant dans le quinquennat. La donne a changé, le temps politique a changé, il s'est raccourci. D'ailleurs, c'est ce que François Hollande est en train de découvrir. Moi, la dissolution, s'il y en a une, je ne la vois pas pour demain matin. Ça sera fin 2015, début 2016. Parce qu'à mon avis, la majorité ne tiendra pas. Et que les difficultés. Et ça serait effectivement un beau piège politique. Mais pour effectivement proposer aux Français de rééquilibrer les comptes, de rétablir effectivement l'économie française. Il nous faut du temps, il nous faut au minimum 5 ans, et c'est un piège politique. Vous n'êtes pas prêt, c'est ça ? Non, ça n'est pas ça, c'est que c'est un piège politique qui s'ouvre devant nous. Alors que Marine Le Pen, effectivement, se dise prête à gouverner, mais enfin c'est une rigolade. La question c'est de savoir pour mettre en œuvre quelle politique, sortir de l'Europe, sortir de l'euro, fermer les frontières, et en cela Marine Le Pen... Regardons certaines propositions de Mélenchon de l'autre côté de l'échiquier politique, elle n'en est pas si loin. Donc elle fustige l'UMPS, c'est de la rigolade. Oui. Quand la droite et les ténors de la droite disent qu'ils ne sont pas prêts à gouverner, en tous les cas sous l'autorité de François Hollande, mais vous dites vous-même, nous ne sommes pas prêts pour le moment, nous n'avons pas assez de temps, quelle image cela renvoie-t-il ? Mais moi je trouve que c'est terrible, d'abord ils ne le font pas tous, mais moi j'ai trouvé terrible que les héritiers des fondateurs de la Ve République aient pu tenir des propos aussi irresponsables et aussi peu respectueux des institutions, et du coup permettre à Marine Le Pen de faire un énième numéro et de s'institutionnaliser en disant « moi je suis prête, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'elle n'est pas prête, je ne sais pas si vous l'êtes davantage d'ailleurs aujourd'hui ». Parce que vous étiez en 2012, quand on voit le résultat, écoutez-moi, on est quand même assez surpris. Peut-être, mais en tout cas, on était bon. Mais je trouve très grave. Voilà, je pense qu'il faut respecter les institutions. Sous la Ve République. Il faut peut-être remarquer juste une chose, c'est que si l'on entend autant les divisions internes au Parti socialiste et le Front national, c'est que l'UMP est très divisée et sa parole d'opposition n'est pas perçue, elle n'est pas audible. C'est ce qui ouvre une voie. On va revenir au respect des institutions. Si le président de la République, à un moment donné, est lâché par sa majorité, ou s'il imagine, pour des raisons électoralistes, de démissionner, on serait dans un autre cas de figure. Mais s'il perd sa majorité, il peut toujours remettre son mandat au peuple. Il peut toujours démissionner et que l'on retourne... Ce ne sont pas les propos de vos amis. Vos amis disent tout dépend nous n'accepterions pas. Tout dépend du cas de figure. Nous n'en sommes pas là. Soit effectivement François Hollande décide de dissoudre, soit effectivement il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas le même cas de figure. En tous les cas, pour le moment, vous êtes d'accord pour dire que c'est le Front National qui récolte les fruits de ces... Je dis qu'à tout gouvernement, il faudra du temps et au minimum 5 ans. Une cohabitation d'un an, excusez-moi, ça ne donnerait rien. Rien ne serait pire qu'une dissolution. Et pour la gauche et pour la droite. C'est absolument évident. Ça fait le jeu de Marine Le Pen, quoi qu'on dise. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci à vous. J'étais ravie de vous recevoir. On arrive à la fin de ce journal, de ce 22h. Je vous en rappelle la principale information autour de la revendication de l'État islamique qui affirme avoir exécuté un deuxième otage américain, Steven Sotloff. Une vidéo encore non authentifiée montre la décapitation d'un homme 2 semaines après celle de James Foley par les terroristes de l'EI. Ces derniers menacent aussi un otage britannique dans cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite votre émission politique preuve par 3. L'invité c'est Jean-Vincent Placé. À demain avec plaisir. Belle et douce nuit à vous bien sûr.